Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Nous avons deux invités ce matin avec nous, Madame Roselyne Benjamin et Martine Libertino. Martine Libertino qu'on a reçue ici sur le plateau de la rubrique Le Point il y a environ 3 mois, c'était en novembre dernier. Je rappelle que Martine est philosophe et écrivain et Roselyne Benjamin est psychologue. Évidemment, on va parler de la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti. Il y a également une conférence qui est prévue aujourd'hui. On en parlera peut-être avant la fin de l'émission. Le plaisir, répondons, d'accueillir sur le plateau ces deux dames. Martine Libertino, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Merci, bonjour. Roselyne Benjamin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir pour moi et bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, Wendell. Alors, on a parlé lors de la dernière émission de la communauté des médiateurs pour la paix en Haïti. Chaque fois qu'on parle de la paix, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, pourquoi parler de la paix en Haïti, dans un pays où certains droits ne sont pas respectés, par exemple? Est-ce qu'on peut être en paix si on est souffrant, si on est malade, si on n'a pas de quoi manger, de quoi se nourrir? Et est-ce qu'on peut parler de la paix ou encore de paix en Haïti, Martine? Je pense qu'il est indispensable de parler de paix, d'autant plus si nous n'avons pas la paix. Puisque si nous vivions justement dans un monde sans souffrance et sans difficulté, la paix serait tellement évidente que nous n'en parlerions pas. Ce qui veut dire que c'est un sujet avec lequel nous devons vivre chaque jour, qui doit être un but dans la vie de chacun. Ceci dit, la paix doit être d'abord individuelle, avant d'être collective, mondiale, universelle? La paix universelle, ni collective, ni mondiale, ne se fera pas si justement nous n'avons pas cette paix individuelle. Maintenant, il est important de savoir ce que veut dire paix, parce que voilà. C'est un concept. Allez-y. Voilà. Oui, la paix, c'est quoi? Quand on parle de paix, on parle d'un concept et on se dit, mais la paix, c'est une utopie parce qu'on n'arrivera jamais à être en paix du fait que l'être humain n'est pas une personne bonne. C'est un peu l'image que l'être humain a de lui-même, que ce soit en Haïti comme ailleurs. Et je dis souvent que l'homme est son propre ennemi, non pas parce qu'il se fait du mal par plaisir, mais parce qu'il a une mauvaise opinion de lui-même. Donc tant que nous aurons une mauvaise opinion de nous, nous ne pourrons pas être en paix, et donc nous ne pouvons pas donner la paix à notre pays ou à l'humanité. Comment être en paix avec soi-même? Pour la première exigence, donc je parle bien d'exigence, pour être en paix avec soi-même, et d'apprendre à s'aimer. Parce que si je ne m'aime pas, je ne peux pas être en paix avec moi-même. Non. Est-ce que je dois comprendre que pour être en paix avec moi-même, je dois être en paix avec mon voisin et ma voisine? Est-ce que ce n'est pas plus difficile? Mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour que je sois en paix avec mon voisin, il faut que je sois en paix avec moi-même. Donc je reviens toujours en fait à la cause du mal. Et au premier travail que je dois faire, c'est je dois être en paix avec moi-même. Et être en paix avec moi-même, ça veut dire, ça exige plusieurs états d'esprit. Et le premier état d'esprit que je dois avoir, c'est m'aimer, c'est-à-dire être content de me voir dans une glace. Ça veut dire aimer mon corps, ça veut dire aimer ce que je représente, aimer mon intelligence, enfin voilà, tout ce que je suis. En fait, je dois tout aimer de moi. Rien n'est à jeter dans l'être humain. Est-ce que cette définition n'est pas plutôt philosophique, puisqu'on a tendance à croire que paix serait contraire de la guerre? Oui, mais c'est juste. La paix est le contraire de la guerre. Mais alors à ce moment-là, il faut encore donner une définition de la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement prendre des armes et aller tuer son voisin. La guerre, c'est la frustration,
dès qu'un être humain a une frustration à l'intérieur de lui, il est en guerre. Il est en guerre avec lui-même. C'est le manque, c'est le non-respect de mes besoins, c'est l'incapacité de pouvoir exprimer ce que j'éprouve, même exprimer mes bonheurs. On a besoin, l'être humain doit respecter tout ce qui fait partie de lui dont il a besoin pour pouvoir être heureux. Donc, si je parle de paix, je parle de bonheur. Vous avez rencontré lors de votre dernière visite en Haïti plusieurs membres ou encore plusieurs communautés de médiateurs. Depuis, qu'est-ce qui a changé? Donc, en fait, quand je viens en Haïti, je rencontre que ma communauté donc, de médiateurs. C'est ce que je vous dis. Que j'ai formé. Est-ce qu'il y a de nouveaux témoignages et qu'est-ce qui a changé au sein de vos communautés depuis votre arrivée la dernière fois en Haïti? Alors, depuis la dernière fois, il y a eu de grands changements, même si nous n'avons eu que 2 mois, c'est court, Oui. mais nous avons eu de grands changements parce que nous sommes en train de mettre en place un programme d'envergure au camp Corail que nous avons décidé d'appeler Village Corail, parce que camp Corail, pour moi, c'est négatif, ça veut dire que c'est illusoire, c'est pas du définitif. Et je pense que le travail que nous allons faire et que nous faisons avec tous nos partenaires, c'est de faire revivre un village qui n'a jamais vécu et de reconstruire une vie pour tous ces gens qui souffrent depuis 5 ans. Et les premiers témoignages que nous avons aujourd'hui, c'est que les choses que nous avons mises en place dans ce village permet à la population déjà de participer, de retrouver espoir. Il y a déjà eu des actes qui ont été faits, le nettoyage du village, etc. D'ailleurs, nous allons, dès que nous quittons le studio, nous partons là-bas, rencontrer la population. Et nous avons pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place. Et donc, la population qui était désespérée à notre arrivée commence à reprendre espoir. L'évangile, ce n'est pas seulement la parole. L'évangile, c'est un état d'esprit adéquat qui permet des actes justes. Alors, je vous parle de la paix. En tout cas, c'est mon évangile à moi. Donc, l'évangile pour la paix, ce n'est pas seulement la parole, puisque vous nous parlez de projets dans le village Corail. De Corail, donc ça veut dire, en fait, c'est beaucoup plus. On n'est plus au stade du projet maintenant, nous sommes déjà au stade de la réalisation des aspects du programme que nous commençons petit à petit à échelle humaine, parce que nous travaillons, pour l'instant, nous n'avons pas forcément d'argent, mais les choses se font, parce que tout le monde participe. Mais qu'est-ce que vous apportez Qu'est-ce que votre organisation, ou bien qu'est-ce que vous apportez à ces gens-là? Alors déjà, ce que nous avons apporté, c'est la possibilité pour les responsables du camp de venir travailler avec nous. Ils ont pu déjà bénéficier d'un travail intérieur, de développement personnel au centre Martini-Bertino. Roselyne pourra en parler, qui est à mes côtés. Déjà, l'un d'entre eux disait hier que ça avait transformé toute sa vie, ne serait-ce que cela. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui sont aujourd'hui plus heureux, lorsque nous les avons rencontrés la première fois, ils nous ont parlé de leur désespoir. Ils nous ont dit, nous avions une vie, nous n'avons plus rien. Et aujourd'hui, ils ne parlent plus comme ça. Laissez-moi voir avec Roselyne comment cela se passe là-bas et à Corail. Dans quelles circonstances vous avez rencontré ces gens? Est-ce que c'est tout de suite après le tremblement de terre ou bien Non, pas vraiment. Donc c'est une belle histoire. Au fait, Martine est donc entrée en Haïti en novembre 2011 pour la première fois, et avec l'idée de nous former et aussi de mettre des programmes à travers toutes les couches de la population haïtienne, et dont les couches défavorisées, fragilisées. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, vraiment, nous ne connaissions pas du tout ce village. Nous ne connaissions pas ces leaders de la communauté qui sont avec nous maintenant, mais nous avons rencontré le père clergé qui connaissait un membre de la communauté de Cornillon, qui était le cousin d'un policier qui a intégré le programme. Et ce policier est le responsable du commissariat de Corail. Donc c'est ainsi que ce policier, qui s'appelle Jérôme, il a fait la formation avec nous
Et il nous a parlé de Corail, de comment il voulait, justement, son rêve de pouvoir changer ce que nous appelons maintenant un village. Et nous avons été, en novembre, et nous avons été à Corail, nous avons rencontré une trentaine de personnes. Et ces 2 personnes, Martine les a identifiées, ils nous ont choisis et ils ont ouvert leur cœur vraiment à ce programme. Et c'est comme ça. C'était quoi le message? Parce que Martine a parlé a rappelé les paroles de ces gens, le désespoir ou encore l'espoir que vous avez fait naître aujourd'hui semble remplacer le désespoir qui était présent sur les lèvres à ce moment-là. Alors, il y a plus qu'un espoir, puisqu'en 2 mois, il y a déjà des actes qui se sont précisés. Moi, lorsque nous sommes allés là-bas, je trouvais important que des actes justement se fassent et qu'il puisse y avoir une vraie collaboration. Et la première chose que j'ai demandé, c'est un nettoyage du camp pour démarrer notre programme. Je devais venir, aujourd'hui nous arrivons avec des semences pour commencer à faire l'agriculture, etc. Et justement, ce qui est important dans cette situation, c'est que les gens voient que nous n'avons pas qu'un dialogue avec des promesses qui ne sont pas tenues, mais la condition que nous retournions aujourd'hui pour continuer le programme, c'était que le camp soit nettoyé. Donc il y a vraiment un rapport de collaboration qui s'installe, qui permet aussi aux gens de se sentir responsables de leur village et d'être vraiment dans le projet avec nous et non pas dépendants en se disant, voilà, des gens arrivent, ils vont nous donner de l'argent, ils vont faire tout notre travail. Et c'est absolument pas comme ça que ça va se passer. Et nous avons, dans le camp, trois responsables qui ont intégré la communauté de médiateurs, qui travaillent avec nous. Et surtout, nous parlons aussi actuellement, parce que c'est important, avant de mettre un programme concret en place, il faut que les personnes puissent se libérer de leurs séquelles émotionnelles, du passé. Et nous savons que dans cette situation, après le tremblement de terre, je veux dire, même si des personnes ont eu des difficultés dans leur enfance, la situation que ces gens ont vécue, d'être déplacés, sans travail, avec le sentiment d'humiliation, avec les pertes aussi, je veux dire, d'être cher, il y a des séquelles qui sont très fortes, qui vont empêcher une personne plus tard de se développer. Et dans le cas, par exemple, d'un programme comme celui-ci, il faut d'abord travailler sur toutes ces séquelles et permettre aux gens de retrouver, on revient à ce mot de paix, de retrouver la paix, de retrouver la dignité et de retrouver justement le désir de réussir sa vie, même si les apparences nous prouveraient, je dis bien nous prouveraient, je prends du conditionnel, que nous n'avons rien pour réussir notre vie. Et je pense que nous pouvons leur prouver qu'ils vont réussir leur vie même sans rien aujourd'hui. Au début de l'interview, j'ai parlé de Martine comme écrivain et philosophe. Mais à vous entendre parler, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit et que je ne peux pas résister à cette envie, à ce désir de vous demander, de vous poser cette question, à savoir qui vous êtes réellement. Missionnaire, une socialiste, Martine Libertino, vous êtes qui? Alors d'abord, je n'ai pas de couleur politique. J'ai une religion par mes parents, voilà, qui ont une religion catholique, mais pour moi, je crois en la vie, je crois en Dieu, mais je ne crois pas forcément à une religion, ou je crois à toutes les religions. Pour moi, l'important, ma religion, c'est l'amour, voilà, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que... Donc, un premier élément de réponse. Vous n'êtes pas religieuse? Absolument pas. J'ai refusé de faire toute politique toute ma vie. Vous êtes croyante? Oui, mais je ne crois pas forcément en une religion. Je crois en Dieu ou en une énergie d'amour. C'est vrai que pour moi, ma vocation, c'est celle-ci. Hein. Mais je pense que... Vous n'êtes pas missionnaire non plus? Absolument pas. Et ma philosophie est à la portée d'une personne qui est athée, parce que c'est une philosophie qui peut être mise en pratique, qui doit être mise en pratique au quotidien, dans la vie de chaque être humain, qu'il soit enfant, qu'il soit adolescent, qu'il soit adulte, et dans tous les domaines de la société. Pour moi, ce qui est important, je veux dire, ma philosophie ou ma religion, c'est l'être humain, c'est tout. Je n'ai pas bien saisi. Vous parlez de votre philosophie qui est à la portée de l'athée? D'une personne qui ne croit en rien. Je veux dire, une personne qui est athée
a autant accès à ma religion qu'une personne qui est catholique, qui est musulmane. D'ailleurs, j'ai travaillé aussi au Maghreb et partout où je donne ma philosophie, au début, on me dit oui, mais ma culture c'est différent, puis après on se rend compte que la culture n'a rien à voir avec ça. Nous devons comprendre que vous seriez normalement différente même d'une personne athée, puisque vous croyez en Dieu, mais lui non. Et s'il croit en la vie, nous sommes semblables. Mais pour moi, ça n'a aucune importance. L'important, c'est pas de croire en quelque chose, l'important, c'est de s'aimer et d'aimer les autres et de rendre notre vie sur Terre et comment agréable. étendre ou répandre cet amour? Par la paix, vous allez me dire? Non, par un travail. Quel travail? Parce que la paix, la paix sans travail, c'est une utopie. La paix avec travail, c'est un idéal réalisé dont l'être humain a absolument besoin. Et c'est la seule manière pour nous de continuer à vivre sur cette terre et de laisser à nos enfants une terre correcte. Parce que la paix, elle englobe aussi l'écologie, elle englobe aussi tous les éléments, tous les domaines de nos sociétés, dans ce sens que si une personne n'est pas, par exemple, si une personne est égoïste, pour moi, elle n'est pas en paix. Elle croit l'être, mais elle n'est pas en paix. Comment cette paix peut-elle être réalisable ou peut être atteinte? Est-ce pas une utopie, Martine, avec tant de haine qui marque les actions du monde, avec tant de violence, tant d'actes terroristes à travers le monde? Comment parler de comment atteindre cette paix dont vous parlez, dont vous rêvez, dont on rêve ou dont on parle? Mais moi, je n'en rêve pas parce que ça fait 35 ans que je la propose et ça marche auprès de tous les gens qui travaillent avec moi. Évidemment, indépendant de leur libre arbitre, parce que ce n'est pas moi qui ai la manne céleste et qui leur donne la paix, c'est un travail. Donc la paix, d'abord, commence par un désir de paix. Une personne qui ne veut pas la paix n'atteindra pas la paix simplement parce qu'elle n'en a pas besoin, ou parce qu'elle ne désire pas, ou parce qu'elle croit ne pas en avoir besoin. Ensuite, à partir du moment où j'ai fait cette prise de conscience, c'est-à-dire la paix, elle peut passer aussi en se disant j'en ai marre de souffrir. Vous voyez, il y a ce stade aussi, de dire j'en ai ras-le-bol de souffrir, j'en ai marre, donc j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à ne plus souffrir. Et c'est souvent de cette manière-là que les gens viennent vers moi, dans un premier temps. Ensuite, il faut accepter que cette paix demande un apprentissage. C'est ce que j'appelle le métier d'homme, le métier d'être humain. Et c'est un concept dans notre société qui n'a aucune importance, dans ce sens qu'on apprend aux enfants un métier, une profession, mais pour moi, le premier métier que nous devons apprendre, c'est notre métier d'être humain. Ce métier d'être humain passe par une compréhension de mon fonctionnement intérieur. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que je peux avoir la compréhension de mon fonctionnement intérieur, c'est le travail d'ailleurs que je fais avec tous mes élèves, c'est-à-dire qu'en fait on fait une analyse du fonctionnement humain dans tous les détails de ce fonctionnement qui est très complexe et qui est très beau en même temps. Et évidemment que la phase suivante doit être, j'ai découvert qui je suis, j'ai découvert mes fonctionnements, mes qualités, mais aussi mes difficultés, mes programmations émotionnelles, que quelquefois je n'ai pas forcément envie de voir, parce que ce n'est pas très joli, mais justement, j'apprends à m'aimer tel que je suis, avec ses difficultés et avec ses qualités. Et donc ça, on arrive à la quintessence du travail, c'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et on est en paix. Ah ben c'est déjà un premier palier, parce qu'à partir du moment où je m'aime et je m'accepte tel que je suis, ça veut dire que je n'ai plus de frustration, et ça veut dire que je me lève le matin en prenant soin de mes besoins, et en prenant soin de mes besoins face aux autres, face à la vie. Je ne vais pas être laxiste si je vis une situation qui est négative. Je vais faire en sorte qu'elle s'améliore. Je vais être acteur de ma vie. Est-ce qu'il y a des étapes à franchir pour atteindre cette paix? Bien sûr, bien sûr. Et je dirais même qu'il y a des étapes à franchir toute sa vie, parce que c'est infini, cette paix. Mais le premier palier, avant tout, c'est apprendre à s'aimer, parce que ce palier atteint va nous permettre de monter sur le second, qui est, puisque je suis bien dans ma peau, je suis heureuse et je suis... voilà, je réussis ma vie. À partir de ce moment-là, va me permettre, et les choses se font d'elles-mêmes aussi, va me permettre d'aimer les autres, d'être plus attentif aux besoins des autres, parce que moi j'ai ce qu'il me faut, je suis bien, et en même temps, ce qui est absolument indispensable, et intéressant parce qu'on ne pense pas à ça, c'est que si je m'aime et que je suis heureux, je vais attirer des événements qui vont me permettre de m'épanouir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça
qui correspondent à ce bonheur, c'est-à-dire qu'au lieu d'attirer la malchance des gens négatifs dans ma vie, je commence à attirer des opportunités dont je n'avais pas idée sans avoir à lever le petit doigt. Oui, mais le bonheur est fugace, dit-on, c'est pratiquement passager. Est-ce que ça veut dire aussi que la paix peut être permanente ou bien la paix est... Alors là, nous ne parlons pas du même bonheur. Le bonheur dont vous parlez qui est fugace, c'est la dépendance au bonheur. C'est la dépendance, c'est le désir et c'est la croyance que nous sommes heureux par des événements extérieurs. Je vous donne un exemple. J'ai besoin de sentir que quelqu'un est amoureux de moi pour être heureux. J'ai besoin que les gens m'admirent pour être heureux. Ça, c'est ce que vous appelez le bonheur fugace. Mais le vôtre est quoi? Comment le qualifier? Le mien ne dépend que de moi. C'est-à-dire tout ce que les autres vont m'apporter, tout ce que la vie va m'apporter à l'extérieur, c'est en plus. C'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est en plus. Mais le gâteau, c'est moi. C'est-à-dire que je dois prendre soin de ma vie, de mon corps, de mon âme, de me réaliser indépendamment des autres. Bon, et on va observer la pause. Mais juste avant la pause, pour la conférence, Roselyne, c'est aujourd'hui. Oui, la conférence est aujourd'hui. Et vraiment, j'encourage tout le monde à venir. C'est une conférence où justement, dont le titre est « Martine présente sa philosophie », les thèmes qui la synthétisent et ses applications aussi dans la vie pratique au quotidien. Donc, en venant, vous allez vraiment... et bénéficier de l'auteur même de cette philosophie. OK, on en parlera après la pause, si possible, comme on avait fait la promesse la dernière fois à notre public. Si jamais quelqu'un souhaite poser des questions directement à Martine, eh bien, cette personne-là pourra le faire à travers les différents numéros de téléphone disponibles de Métropole. En tout cas, je rappelle que nos invités aujourd'hui sont Martine Libertino et Roselyne Benjamin. Et à l'occasion de cette conférence que Martine doit donner aujourd'hui. Merci au public de Métropole pour sa fidélité et son intérêt. On revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole et aujourd'hui, nous parlons de la paix, avec la participation de Martine Libertino à cette rubrique. Et c'est très certainement dans le cadre de cette conférence qu'elle doit donner aujourd'hui pour parler de sa philosophie. Et Roselyne Benjamin nous accompagne également pour des petites précisions, évidemment. Alors Martine, écoutez, je ne vais pas vous demander de nous parler en long et en large de votre philosophie. Et sinon, les gens n'auraient pas intérêt à venir vous regarder, vous entendre aujourd'hui. Mais dites-nous, encore, vous écoutez. Et votre philosophie, en 2 mots, ce serait quoi? Ma philosophie, c'est le bonheur. Je dirais même en un seul mot. Mais encore une fois, le bonheur passe par des aspects que nous devons développer pour que ce bonheur existe. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en pratique. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'amour de soi, et puisque nous sommes en Haïti, je trouve que c'est un des sujets qui est très important, pour moi, la paix, le bonheur, passe également par l'autonomie et par la liberté. D'ailleurs, c'est un des aspects de ma philosophie, qui a une grande importance. Je ne m'appelle pas Libertino pour rien, d'ailleurs. Mais il est vrai que si nous enlevons la liberté à une personne, elle ne va pas non plus être heureuse. Elle aura beau s'aimer, mais elle ne sera pas heureuse. Et la liberté aussi passe par des aspects, je dirais, émotionnels, qui ont une importance fondamentale. Lorsqu'on parle de liberté, bon, au premier degré, on va penser, bah oui, je fais ce que je veux quand je veux, voilà. Ça, c'est un petit peu, je dirais, le maître mot de notre société, que ce soit en Occident, et je pense qu'ici, ça va venir avec nos enfants. C'est qu'on a tellement peur qu'ils subissent ce que nous avons subi qu'on devient laxiste et on est dans d'autres extrêmes. Mais je ne parle pas forcément de cette liberté-là. Je parle d'un peuple qui a besoin de retrouver sa dignité et qui a besoin de se rendre compte à quel point il a de la valeur, à quel point il est créatif.
et à quel point il peut se passer des autres. Ce qui veut dire que, à l'heure actuelle, depuis de très nombreuses années, je vois qu'il y a énormément d'ONG internationales en Haïti et que finalement les Haïtiens ne sont pas forcément libres de ce qu'ils veulent construire dans leur pays, de la manière dont ils veulent se développer. Et je vois beaucoup de malentendus dans cette situation. D'ailleurs, quand je parle à des gens qui vivent des situations défavorisées, qui ont affaire aux ONG internationales, souvent j'entends cette situation qui est nous devons en fait subir, on nous impose des choses, ou on vient nous promettre, on ne nous donne pas. Mais en fait, ce qui ressort de cela, c'est toujours la dépendance. Donc vous pensez qu'on serait mieux sans cette prolifération d'ONG en Haïti? Ah, mais je pense que vous seriez heureux. Je pense qu'il faut que les Haïtiens se rendent compte qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Mais bien sûr qu'on peut les aider, bien sûr qu'on peut donner des idées, mais ce n'est pas imposé, vous comprenez? C'est qu'il y a un malentendu total entre le fait que parce qu'on apporte de l'argent ou parce qu'on me donne quelque chose, je dois obéir et je dois me soumettre, et on arrive à la frustration dont je parlais tout à l'heure, et en même temps je vais rejeter les ONG internationales qui elles-mêmes à leur tour sont frustrées, parce qu'elles ne se sentent pas reconnues, elles ne sentent pas la gratitude des Haïtiens. Mais pour moi, il y a un malentendu au départ, dans ce sens que notre première préoccupation, c'est de savoir ce dont les Haïtiens ont besoin, ce qu'ils veulent eux-mêmes. Mais là où il y a un problème aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un problème des deux côtés, c'est que le Haïtien doit apprendre à s'aimer, je reviens toujours à la même histoire, pour savoir ce dont il a besoin et pour se rendre compte qu'il peut se débrouiller seul, même s'il est soutenu, même s'il est aidé, et il peut créer lui-même sa vie, sa société, même en partant de rien, parce qu'il peut se rendre compte qu'il est autonome et donc qu'il est libre. Donc là, on peut s'asseoir avec les ONG, discuter des besoins, discuter des priorités, mais faire en sorte que les ONG ne viennent pas nous dicter, nous donner la leçon, nous dire voilà où investir, voilà quoi faire, et autres. Et à ce moment-là, vous pensez que l'aide sera beaucoup plus efficace? En tout cas, c'est comme cela que nous fonctionnons avec la communauté de médiateurs. Parce que je ne dis pas que les ONG sont fautives, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a malentendu, erreur de part et d'autre. Parce que... De part et d'autre, du côté des ONG et du côté des décideurs haïtiens. Bien sûr, parce que d'un autre côté, le décideur haïtien exige aussi de recevoir de l'argent. Donc, il ne peut y avoir que des frustrations de part et d'autre. Parce que si je reçois de l'argent, je suis dépendant, je me sens en état d'infériorité et j'en veux à la personne qui me donne quelque chose et qui en plus me demande des comptes. Alors que si j'accepte une aide, un conseil, et que je la mets en pratique moi-même et que j'apprends comment me débrouiller seul, que ce soit financièrement ou autre, à partir de ce moment-là, c'est une collaboration qui se met en place, c'est un partage dans le respect mutuel et il ne peut pas y avoir de problème. Maintenant, c'est un questionnement fondé sur la nature, la vraie raison de la présence des ONG en Haïti. Je ne comprends pas très bien votre question. On questionne oui. l'utilité des ONG également en Haïti. Je n'irai pas jusque-là. Je veux dire, ce n'est pas à moi à juger. Je pense que ce sont les Haïtiens qui doivent juger de l'utilité des ONG en Haïti. Ce ne sont pas les ONG qui doivent juger de leur utilité. Voilà. Si l'aide est à un certain moment est mal canalisée, est mal orientée, est-ce que c'est à raison de parler parfois, par exemple dans le cas qui concerne le tremblement de terre, c'est à raison de parler d'assistance mortelle? Ben oui, bien sûr, c'est clair. Parce que il y a, encore une fois, je le dis, il y a des personnes dans les ONG qui sont sincères et qui veulent vraiment aider, qui apportent vraiment de l'amour en Haïti. Mais en même temps, il n'y a pas, pour moi, je ne vois pas de relation à égalité entre le haïtien et l'occidental qui vient pour apporter son aide, dans ce sens qu'il y a aussi un fonctionnement de part et d'autre émotionnel qui fait que finalement, voilà, on souffre parce qu'on ne se sent reconnu ni d'un côté ni de l'autre. Mais là, dans le cas particulier, ce sont les Haïtiens qui doivent
prendre la décision de se dire nous sommes capables de nous débrouiller, sans tendre la main non plus, vous comprenez, parce qu'à partir du moment où je prends une décision, il faut que j'assume cette décision. Et je suis persuadée que les Haïtiens sont capables de se débrouiller. Et la preuve, c'est que tous les programmes que nous mettons en place, nous n'avons pas d'argent. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je dis quand j'arrive. Je dis, je vous avertis, vous n'aurez pas d'argent de ma part, je n'en ai pas. Par contre, nous allons collaborer. Et j'attends de vous que vous me disiez ce dont vous avez besoin. Parce que moi, je suis à disposition pour vous aider. Maintenant, si je ne suis pas d'accord, j'ai aussi mon autonomie, ma liberté. Mais le premier travail à faire, en fait, il y a un travail de réconciliation à faire. Un travail de réconciliation avec soi, avec son pays. Et il faut surtout que le Haïtien arrête de dire « nous sommes un peuple maudit ». Je n'entends que cela. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes dans notre pays, nous ne valons rien, etc. Le Haïtien doit se réconcilier avec lui-même, se rendre compte à quel point il a de la valeur. C'est ce qui lui permettra de supprimer sa colère aussi. Il y en a qui arrêteront de dire qu'Haïti est un pays maudit, mais qui trouveront des termes pouvant atténuer ou bien pour exprimer cette pensée dans d'autres sens. Par exemple, ils vous diront qu'Haïti n'est pas béni. Ça veut dire la même chose. C'est ce que je vous dis. Oui, exactement. Alors, le travail en profondeur, justement, que la communauté de médiateurs fait, par exemple, au centre Martini-Bertino, pour une certaine population, je pense que Roselyne peut en parler, le travail que nous faisons avec les populations fragilisées, défavorisées, c'est justement ce travail de réconciliation à titre individuel avec soi-même, s'aimer, se respecter. Est-ce que vous êtes dans plusieurs régions du pays? Oui, on est, enfin pas plusieurs régions, mais disons qu'autour de Port-au-Prince, notre travail s'étend quand même à l'extérieur, puisque nous allons à Cornillon, enfin c'est pas non plus Port-au-Prince. Et là, vous avez une communauté. Et là, nous travaillons avec le village entier, oui, et on espère pouvoir travailler avec toute la région. Ouais. Et les résultats sont positifs pour les gens de... C'est un programme qui commence, mais d'abord, de nouveau, c'est un travail de réconciliation avec soi-même, au niveau de la communauté, plus de jalousie, plus de difficultés, plus de relationnel. Donc il faut en fait se mettre en paix avec son passé, avec tout ce que nous avons vécu, et ensuite on retrousse les manches et on s'occupe de l'agriculture, de tout ce dont l'être humain a besoin pour se nourrir. Parce qu'encore une fois, faire des théories avec le ventre vide, ça ne marche pas. Vous avez choisi de venir en Haïti ou on vous a invité? On m'a invité. Et ce n'est pas le fruit du hasard? Ah, le hasard, existe-t-il? Expliquez-nous. Pourquoi vous dites que le hasard n'existe pas? Parce que pour moi, il n'existe pas, dans ce sens que nous avons en nous un pouvoir qui nous permet, un libre arbitre, qui nous permet... je dirais, d'attirer les situations qui nous ressemblent ou les situations que nous souhaitons, ou éventuellement, si nous n'avons pas la paix à l'intérieur de nous, les situations que nous redoutons. Donc, si le hasard n'existe pas pour Martine Libertino, elle nous dira quoi, par exemple, du destin? Je dirais que nous avons la liberté totale de notre destin, qu'il n'y a pas de destin prédestiné, et qu'il n'y a pas des destins avec la fée céleste qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin, ou des destins où toute notre vie nous allons souffrir, parce qu'en fonction de l'état d'esprit que nous créons dans notre présent, nous allons construire notre destin. Ce qui veut dire que, encore une fois, c'est un espoir extraordinaire pour l'être humain, et ça je peux le prouver, ça fait 35 ans que je travaille avec les êtres humains, c'est que si au présent j'ai l'état d'esprit adéquat pour construire ma vie, pour faire ce qu'il faut, pour travailler, pour faire preuve de rigueur, au fur et à mesure que j'avance, je crée un destin qui est à l'opposé peut-être de mon passé, qui était la douleur, la souffrance, etc. Et je crée un destin qui est dans un équilibre où je suis heureux. L'enfer et le paradis sont où? À l'intérieur de nous. Mon paradis, c'est ce que j'appelle ma conscience dans ma philosophie, que nous étudions justement. Vous voyez, voilà, il faut venir à la conférence, on vous expliquera tout ça. Et l'enfer, c'est ce que j'appelle le subconscient. Ce sont toutes les programmations émotionnelles qui sont en nous, que nous écoutons, donc pas qui nous influencent. C'est pas après la mort. Ah non, mais vous savez, en une seconde, on peut créer le paradis sur Terre. Hein. Moi, j'ai la recette, si vous voulez. Hein. Mais il faut travailler. Vous avez dit en une seconde? Ah oui. Et tout le monde, n'importe qui, oui, peut accéder au paradis? Mais bien sûr, il suffit de changer d'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui fait que la frustration, la colère, la peur, le doute, le manque d'amour pour soi, l'égoïsme, c'est ça l'enfer en fait, vous voyez, c'est ça.
C'est l'état d'esprit que je crée qui fait que je vais attirer des situations, qui fait que je construis mon pays de cette manière-là. Si vous avez dans un pays plus de 50% de la population qui a cet état d'esprit, qui est pour moi un état d'esprit d'autodestruction, on ne peut qu'avoir la guerre. C'est peut-être pas forcément une guerre avec des armes, mais c'est une guerre sociale, c'est des gens qui sont malheureux, avec des injustices, etc. Voilà. Si nous arrivons à aller, et là je parle pour le monde entier, hein, je parle pas seulement d'Haïti, c'est que nous devons travailler à ce que plus de 50% de la population, enfin, ait un état d'esprit d'amour pour elle-même, de paix. Je veux dire, donc rien on n'est peut extraordinaire. établir, on peut construire un monde paradisiaque, tout comme le monde peut être infernal, Oui. et ce serait dans l'un ou l'autre cas le résultat de ce que nous faisons sur Terre. De ce que nous pensons déjà, de l'état d'esprit que nous avons, qui nous font agir. C'est-à-dire que l'état d'esprit crée l'acte. Voilà. Et à partir de ce moment-là, et en plus j'attire la chance ou la malchance. Le fameux hasard. Vous avez dit tantôt, madame, que Martine Libertino, que Dieu, c'est une énergie, n'est-ce pas? D'amour, oui. Une énergie d'amour. Et de puissance, oui. Et de puissance. Dieu, une énergie d'amour et de puissance. Satan, c'est quoi? Satan, c'est la manifestation de nos programmations émotionnelles. Donc, en fait, sans intérêt. Et nous lui donnons une importance fondamentale. Satan. Voilà. Alors bon, Satan, c'est une manifestation avec des termes, je dirais, religieux, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce qu'on appelle Satan, pour moi, ce n'est pas Satan avec une grande fourche qui vient m'obliger à être malheureux. C'est ce que je crée tous les jours avec mes frustrations, mes colères, mes peurs, mes doutes. Voilà. Je ne veux pas déplacer le sujet, mais permettez que je vous pose deux autres petites questions. La magie, c'est quoi selon vous? La magie, ce sont des manipulations d'énergie par intérêt ou pour faire du mal à une personne. Et la sorcellerie? Ça s'appelle un rituel. Voilà. Et la sorcellerie? C'est la même chose. Voilà. Alors bien sûr qu'il y a la magie blanche et ce qu'on appelle la magie blanche et la magie noire. La magie blanche étant, par exemple, le rituel d'Église catholique. La messe est un rituel de magie blanche. Voilà. Et la sorcellerie, c'est une forme de magie noire, c'est-à-dire et quand je parle de blanc et de noir, on ne parle pas de couleur, on parle de lumière et de ténèbres, n'est-ce pas? C'est pas la même chose. Pardon. Et donc... on vous dit de ne pas continuer, apparemment. Pardon? On vous dit de ne pas continuer? Non, je vais juste finir, après on passera à autre chose. Quelle autre chose, par exemple? Non, ce que je disais, c'est que la sorcellerie est une forme de magie pour faire du mal à autrui ou par intérêt, pour prendre quelque chose à autrui. Mais ce sont des choses qui existent bel et bien. Bien sûr. Et avec ces choses-là qui existent, comment vous pensez que l'on peut transformer le monde en paradis? Comment on peut instaurer la paix? Et si on a cette possibilité de manipuler de l'énergie dans le but de faire du mal à autrui? Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que vous n'avez pris de mon explication que la deuxième partie. Hein. C'est que nous pouvons aussi manipuler l'énergie pour faire du bien à autrui. C'est ce que j'ai appelé la magie blanche. Voilà. Et la magie noire, c'est cette définition. Oui, mais ce qui est important, ce n'est pas une définition, c'est les deux définitions. Parce que l'homme a en lui autant de pouvoir pour faire du bien que pour faire du mal. Pourquoi voir toujours chez l'homme sa capacité de faire du mal, alors qu'il y a une capacité extraordinaire de faire du bien? Il y a plein de gens qui font du bien. La dualité existe, on est au courant. Tant mieux. C'est bien ce que vous venez de dire. Si la dualité existe, ça veut dire que la liberté existe. Et ça veut dire que nous devons faire le choix, nous pouvons le faire. Et ça veut dire également que, justement, en prenant conscience de ce que je suis, parce que souvent les gens font du mal sans s'en rendre compte. Il ne faut pas s'imaginer que faire du mal, c'est faire de la magie noire. Lorsque tous les matins je me lève en étant frustrée, en étant de mauvaise humeur et en tapant sur mon voisin, je fais autant de mal que si je fais de la magie noire. Hein. Voilà, c'est peut-être inconscient, mais je fais du mal parce que j'émets des énergies négatives, de colère, etc., qui va aussi amener mon voisin à être en colère contre moi. Donc c'est la même chose. On pourrait dire que c'est de la magie noire inconsciente parce que sans le savoir, je manipule des énergies en étant en colère. Par contre, si nous imaginons que chaque être humain sur la Terre prenne conscience de tout ce pouvoir qu'il a en lui et de ses facultés qui sont en lui. Et bien on va se rendre compte qu'il y a beaucoup moins de gens méchants qu'on ne le pense.
Oui. Voilà, je dirais qu'il y a 80% de la population qui est prête à donner de l'amour et qui est prête à en recevoir. Et les 10% qui restent, finalement, qu'est-ce qu'elle va avoir comme pouvoir par rapport aux 80 si les 80 prennent conscience de tout ce qui est de leur capacité en elles, justement, de créer des situations positives par, justement, cette capacité de comprendre que ce n'est pas Dieu ou le diable qui font notre vie, c'est nous qui faisons le Dieu ou le diable. Au début de l'émission, on parlait du nombre de voyages effectués en Haïti et j'étais surpris d'apprendre que vous êtes à votre 15e voyage en Haïti. Ceci dit, vous avez appris beaucoup de choses. Vous nous connaissez, vous avez une idée de notre culture, de nos pratiques, de nos us et coutumes et autres. Vous avez entendu parler du vaudou? Bien sûr, oui. Et comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous en savez? Le vaudou, c'est une religion avant tout, hein, parce que de nouveau, il ne faut pas mettre sur le vaudou des images négatives. Hein. Le véritable vaudou est une religion. Maintenant, encore une fois, comme toutes les religions, tout dépend de ce que nous en faisons. Puisque dans toutes les religions, il y a des pratiques qui sont d'ordre ésotérique ou autre. Et selon l'état d'esprit que nous avons, ces pratiques peuvent faire du bien ou peuvent faire du mal. Voilà. Mais pour moi, en fait, si vous voulez, moi je suis venue pour réunir, vous voyez, je ne suis pas venue pour séparer. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire venir avec nous, travailler des gens de différentes cultures, de différents milieux, de différentes religions, pour se rendre compte que qui que nous soyons, nous avons la même conscience, le même subconscient, nous avons les mêmes qualités, les mêmes difficultés, et nous pouvons les travailler ensemble. Et ce que j'ai trouvé en Haïti, avant tout, ce sont des amis, et c'est une famille, avant tout. On dit d'Haïti qu'il est un beau pays. C'est votre point de vue? Bien sûr, bien sûr. Mais je peux dire aussi que les autres pays où je travaille, j'ai aussi en fait les mêmes amis, les mêmes bonheurs de travailler, parce que ce sont des êtres humains avec un cœur et nous partageons. Avez-vous découvert des pays qui ne sont pas beaux? Non. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'être humain. Donc, tous les pays sont beaux? Tous les pays sont beaux et tous les êtres humains sont beaux. Où est le problème? C'est qu'ils ne le savent pas. J'aime la réponse. Alors, dites-nous, Roselyne, et pour aujourd'hui, ça va être intéressant, ça va être spécial, la possibilité de pouvoir poser à Martine certaines questions sur sa philosophie. Oui, donc ce sera à la salle Épicure de l'hôtel El Rancho. Alors, l'entrée est à 20 $, mais je dois vous dire que l'argent recueilli va être utilisé pour financer les programmes qui sont mis au camp et au village Corail, à Cornillon et dans les couches fragilisées d'Haïti. Donc, je suis sûre que, comme la dernière fois, la conférence avait eu beaucoup de succès. Je sais qu'il y a des gens qui vont revenir et nous attendons aussi les nouveaux pour faire connaissance avec la philosophie de Martine et aussi Martine elle-même. C'est vraiment un privilège et je pourrais dire une chance aussi de pouvoir la rencontrer. Elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Oui, j'enseigne sa philosophie à travers le centre Martine Libertino. Donc ce centre est en Haïti? Oui, j'ai commencé ces séminaires sur le développement personnel en utilisant justement l'approche de Martine et à travers une démarche qu'on appelle découvrir qui je suis. Et je vais commencer au mois de février avec le 5e groupe. Donc je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec ceux qui viennent et qui sont très, très enchantés de cette démarche. Donc est-ce que je dois conclure que jusqu'au moment où je vous parle là, je ne sais même pas encore qui je suis et que ce serait quand même intéressant de me découvrir en venant au centre de Martine? Vous savez en grande partie qui vous êtes, mais vous avez intérêt à venir découvrir justement des aspects que vous ignorez de vous-même, parce que c'est avant tout une information à avoir. Et moi, personnellement, je peux dire que je suis le produit de cet enseignement,
Et je ne peux pas dire que je ne me connaissais pas du tout avant de rencontrer Martine, mais et à partir de, justement de ce que j'ai appris d'elle sur le fonctionnement de l'être humain, les 9 personnalités, l'importance justement de vivre des valeurs fondamentales, bon, je pourrais dire que j'ai évolutionné ma vie parce qu'avec Martine, il n'y a pas de révolution. Et pourquoi? Est-ce que ça suppose un changement radical? Oui, parce que ça suppose une lutte, une bataille. Et Martine a dit que nous avons assez souffert. Donc tout se fait quand même dans la joie, dans l'harmonie. Et l'humour. Et l'humour. Donc c'est plutôt évolutif. Oui. Ok, Martine, il vous arrive parfois d'être déçu? Déçu? Non. Jamais? Non. Ben, pour être déçu, il faut idéaliser l'être humain. Pardon. Donc je n'idéalise pas l'être humain, je le vois tel qu'il est. Comme moi d'ailleurs, je suis un être humain. Donc il n'y a aucune raison d'être déçu. Il faut proposer et accepter la liberté de l'autre de prendre ou non. Comment vous comprenez l'ambition? L'ambition? Si je comprends l'ambition d'une manière positive, ça veut dire que nous avons besoin de notre pouvoir et de notre détermination pour réussir, parce que sans cela, nous ne faisons rien. Donc l'ambition est positive. Par contre, si j'ai de l'ambition parce que j'ai besoin de me dépasser pour prouver au monde que je vaux quelque chose, ou par intérêt, par égoïsme, à ce moment-là, ce n'est pas forcément bon pour moi et pour l'humanité. L'égoïsme? L'égoïsme, c'est une incapacité à prendre soin des autres, et un refus de prendre soin des autres. L'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est une forme de lâcheté. Comment ça? Parce qu'à partir du moment où je suis hypocrite, ça veut dire que je ne dis pas ce que je pense, ni ce que j'éprouve. Et la plupart du temps, je ne le fais pas par peur de décevoir les autres, par peur d'être rejeté, ou par opportunisme. Et la gourmandise? Et la gourmandise, c'est une très belle qualité. Expliquez-nous. Écoutez, je veux dire, si on s'aime et qu'on aime la vie, on aime les bons produits, on aime bien manger, on aime se faire plaisir. Et ça fait partie des plaisirs de la vie. Il ne faut pas confondre le travail que nous faisons avec l'ascèse, attention. Le péché, pour vous, c'est quoi? Pour moi, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il y a des erreurs de parcours que nous pouvons rectifier. Mais le péché qui engendre la culpabilité n'existe pas. C'est un mot d'ailleurs dans ma philosophie qui n'existe pas. Il y a la responsabilité, mais pas la culpabilité. Les commandements, les 10 commandements? À travailler et à comprendre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait déjà avec mes élèves, pas en Haïti, mais en RDC. C'était très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de peur et de tabou derrière l'interprétation de ces termes. L'homme est un loup pour l'homme, dit-on. Et vous direz quoi? Moi, je pourrais dire que si on commence à travailler, l'homme sera un ange pour lui. Et c'est possible? Je dirais que c'est plus que possible, puisque j'ai la preuve au bout de 35 ans que beaucoup de gens y sont parvenus, tout en acceptant ces petites difficultés, évidemment, à côté de cela. Et je dirais qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui de l'humanité, c'est indispensable. Nous n'avons plus le choix. Le Christ. Le Christ c'est une manifestation d'un être d'amour qui est venu sur terre donner son enseignement. La résurrection. La résurrection, c'est ce que nous sommes tous capables de faire à chaque instant de notre vie. Une prise de conscience et un changement, une nouvelle manière de voir les choses, c'est déjà une résurrection. L'incarnation. L'incarnation, c'est ce que nous sommes ici, les êtres humains. Et je dirais que grâce à cette incarnation, nous pouvons mettre en pratique toutes les philosophies et toutes les théories qui pourraient nous rendre heureux, mais que souvent nous laissons au stade de théorie. Merci beaucoup, Martine. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous avoir. Donc rendez-vous aujourd'hui. À plus tard. L'adresse, encore? L'hôtel El Rancho, la salle Épicure. Et il y aura aussi des livres de Martine pour ceux qui souhaiteraient s'en procurer. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, Roselyne Benjamin et Martine Libertino. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée, une très bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.